Donc je suis particulièrement heureuse et contente de pouvoir vous présenter cette table ronde. Je suis Marion Boudon-Machuel, la nouvelle directrice du département des études et de la recherche de l'INHA depuis le 2 septembre, donc je suis encore jeune dans la fonction, et professeure à l'université de Tours, et je travaille aussi sur la Renaissance, donc c'est évidemment une présentation plus sensible aujourd'hui. La présentation d'une de nos nombreuses bases de données qui sont importantes, car ça marque une collaboration très forte entre l'INHA et le monde des musées, et en particulier avec le musée du Louvre. Donc en l'occurrence, la présentation de ce soir est rattachée à tout le travail fourni sur le recensement de la peinture produite en France au XVIe siècle, un projet qui existe depuis 2013, donc qui a dépassé, qui a soufflé déjà ses 10 bougies et qui se poursuit, aux côtés de bases existantes, le Rétif, qui est la base la plus ancienne et que vous connaissez sur le répertoire des peintures italiennes en France, et à l'image d'autres bases de données, le répertoire des tableaux ibériques en France, le répertoire des peintures germaniques et le répertoire des sculptures allemandes. Donc l'ensemble de ces bases de données extrêmement qu'on continue à nourrir et qui sont très sollicitées sur la plateforme Agora. Le recensement de la peinture produite en France au XVIe siècle vise à inventorier et surtout à étudier la peinture, une peinture qui est comprise au sens large, bien évidemment des tableaux, mais aussi la peinture monumentale, le vitrail, l'enluminure, la tapisserie, des médiums qui sont souvent partagés par les mêmes artistes et les mêmes modèles et qui forment une sorte de continuum. Une peinture qui est produite dans les limites actuelles de la France métropolitaine, la Corse n'est pas comprise, par des artistes français, mais aussi, et le titre le souligne, par des artistes étrangers, essentiellement flamands et italiens, mais pas seulement, lors de leur passage et de leur installation en France. Selon une chronologie qui va de 1515 à 1610, du règne de François Ier à Henri IV, Louis XII n'est pas inclus pour des raisons à la fois historiques et culturelles, un peu trop ancré encore dans le XVe siècle et la fin du Moyen-Âge, et un recensement qui est conduit de manière assez systématique, avec une progression géographique, à la fois donc un recensement du patrimoine d'un département, le recensement des œuvres produites dans donc une aire géographique, avec des mises en ligne qui se font par étapes, chaque année, qui sont les résultats donc de la recherche, des publications qui prennent la forme, vous avez pu le voir sur Agora, sinon il faut aller le voir, de nouvelles fiches à chaque fois d'œuvres avec images et textes. Chaque œuvre est identifiée, donc recensée, avec une fiche descriptive qui est une analyse détaillée. Et je ne sais pas comment il faut t'appeler, Cécile, la marraine de la base assure à la fois un sérieux et une exigence scientifique qui est vraiment percevable dans tout ce travail. Ce sont des données, et ça c'est important aussi, qui sont toutes en open access, qui peuvent être librement réutilisées. Et donc, dans le cadre de ce programme, est organisée aujourd'hui cette table ronde, la 5e table ronde. C'est important parce que les programmes de l'INHA sont d'abord des projets de recherche, avec des développements numériques qui les accompagnent et qui visent aussi à développer, faire se rencontrer, continuer à faire fructifier tout un réseau. Et il y a évidemment des têtes connues dans cette salle.
Je voudrais donc remercier au nom de l'INHA d'abord Cécile Scalirez, qui est conservatrice honoraire du patrimoine, qui a pris sa retraite en octobre dernier, mais qui continue, et pour notre plus grand plaisir et assurance scientifique, à piloter ce programme. Un programme qui a été prolongé par le conseil scientifique de l'Institut national d'histoire de l'art jusqu'en 2027. Et avec les équipes, je vais me rapprocher aussi du musée du Louvre et de la nouvelle conservatrice en charge des peintures du XVIe siècle, Lauriane Lavitte, pour veiller à la poursuite de ce travail. Je voudrais aussi remercier au nom de l'INHA Clémence Racca, conservatrice du patrimoine, qui a été pensionnaire à l'INHA de juillet 2023 à septembre 2024. On s'est croisés, mais quand même bien vus, pour le domaine donc, de l'histoire des collections et qui a accompagné toutes les bases que j'ai évoquées, mais en particulier aussi celle du recensement de la peinture en France au XVIe siècle, avec beaucoup d'efficacité, avant de prendre ses nouvelles fonctions comme conservatrice, donc depuis le début du mois d'octobre, au château de Compiègne. Je remercie tous les intervenants, mais Cécile va les présenter à cette table ronde, bien évidemment. Et au nom de l'INHA, mais aussi de l'équipe, je voudrais vraiment remercier d'une part le service numérique de la recherche qui joue un rôle fondamental pour sur Agora et la mise en ligne de ces données, et également le service des manifestations qui permet aujourd'hui que cette journée, cette soirée se tienne ici. Et je rappelle à tout le monde qu'il y a à la suite de cette rencontre un petit verre qui sera offert et que c'est aussi important pour continuer à échanger sur ce qui va nous être présenté. Voilà, je te cède la parole. Merci. Je pense que je vais prendre celui-là. Merci Marion, évidemment. Merci pour cette présentation et merci à l'INHA d'exister pour que ce genre de chantier un peu fou se déroule dans des conditions agréables d'accueil et très efficaces de fonctionnement du point de vue technique et numérique. Je veux dire par là que c'est pas au Louvre qu'on pourrait faire ça et c'est tout à fait, je pense, la fonction de l'INHA de le faire. Je vais rentrer vite dans le vif du sujet. Vous voyez, c'est la 5e table ronde. En fait, ce programme, Marion l'a dit, est assez ancien et on a les premières tables rondes. La première a eu lieu en 2015, puis ensuite en 2019, puis ensuite en 2022. Et puis maintenant, nous avons pris l'habitude de la faire annuellement, ce qui ne nous laisse absolument pas le temps de travailler correctement entre les tables rondes et de faire que ce soir, on pourrait dire, vous allez pouvoir voir sur Agora ce dont nous avons parlé. Mais disons que je pense que c'est un besoin c'est probablement un besoin d'exister qui fait que, et de maintenir la flamme qui fait que ces tables rondes, j'ai pris le parti, je pense que c'est quand même une bonne idée d'en faire une sorte de rendez-vous annuel qui nous oblige tous les différents intervenants, les différents participants à travailler et à avancer. Alors, en fait, cette base de données, elle a beaucoup d'usages et en particulier un sur lequel je voudrais insister ce soir, c'est qu'elle est aussi utile pour retrouver des œuvres volées. Je prends l'exemple du tableau qui est sous vos yeux, dont la fiche Agora avait été écrite l'an dernier par Camille Lara, qui avait une mission sur le portrait peint en province au XVIe siècle. Ce tableau, la fiche était faite, la photo était une photo noir et blanc ancienne, non recensée lors du recollement de 2012, et c'est cette fiche qui a permis au cabinet d'expertise qui d'ailleurs m'a montré le tableau, le cabinet Turquin, qui s'est trouvé en possession de ce tableau. C'est cette fiche qui a mis la puce à l'oreille et a permis qu'au bout de 3 ou 4 mois de négociations, qui se sont très très bien déroulées, le tableau rejoigne le musée d'où il était sorti, évidemment, de manière qu'on ignore, le musée de Dole. Donc voilà.
recenser aussi les œuvres volées, aussi les œuvres dont nous avons de très mauvaises photos. C'est très important. Il apparaît dans la base Agora sous le nom de Martelange. Au musée de Dole, il était anonyme et c'est évidemment sous le nom de Martelange que le cabinet Turquin l'a trouvé et l'a cherché. Il avait été attribué par les étudiants de Frédéric, mais en revanche, au musée de Dole, il est bien que rentré sous le nom de Martelange, il avait totalement perdu son identité. Et évidemment, ce qu'il y avait de très intéressant, d'une part, on y a gagné, on a vu le tableau et l'image couleur. Ce qu'on a gagné, c'est aussi la photo du revers, qui donne tout simplement la signature en majuscules gravée entre des lignes noires, tout à fait caractéristique des signatures de ce peintre qui est un peu un élève de Capassin. Je passe vite, mais pour dire que voilà le détail. Martellingius faciebat, pro amico carissimo anno 1561, on a la date et on a l'identité, et effectivement ça a permis d'une part de confirmer l'attribution à laquelle étaient arrivés Camille Lara et Raphaël Villa, et d'autre part évidemment de récupérer, de comprendre que ce tableau était bien celui du musée de Dole et de faire en sorte qu'il rejoigne son musée. En revanche, vous voyez, il y a la fin de l'inscription est pas du tout lisible et ça pose encore des tas de problèmes de compréhension du texte. Tout ce qui n'est pas en majuscule reste à étudier. Du coup, je fais un petit flashback sur les tableaux volés, parce que en Seine-et-Marne, enfin pas en Seine-et-Marne, en Île-de-France, il y en a plusieurs, donc j'attire votre attention sur eux. Voilà une présentation de la Vierge qui se trouvait dans l'église de Hyères, qui a été volée. Bon, j'insiste pas parce que en fait ce tableau est certainement un tableau plutôt nordique. On l'avait rattaché dans la base de données au monde de Bellemare. On a probablement été un peu trop impressionné par ce courant anversois que l'on découvre. En fait, le tableau est certainement complètement nordique et à vrai dire, il devrait, me semble-t-il, sortir de la base puisqu'il a fort peu de chances qu'il soit exécuté en France. Ce qui permet de le dire, c'est, bon, ça c'était le côté un peu plus Bellemare, le tableau qui est à droite, qui est un tableau conservé au musée d'Anvers, aurait peut-être plus de raison d'être dans la base que celui-ci. Alors je me suis vraiment demandé si c'était pas le tableau volé. C'est un tableau qui est passé en vente chez Christie's en 2008. Il y a quelques différences. Je ne suis pas sûre que ce ne soit pas quand même le même. Il se peut qu'il y ait des différences. Les dimensions sont évidemment exactement les mêmes. La description colorée des couleurs du tableau volé à gauche, nous l'avons, elle correspond absolument au tableau qui est sur la droite. Mais enfin, peu importe, c'est un tableau franchement flamand qui n'a pas lieu de rester. Autre tableau non réapparu que Clémence, j'en profite pour dire, pour saluer aussi en effet le travail extraordinaire accompli par Clémence Racah pendant 1 an, parce qu'elle est rentrée dans cette base, elle y a travaillé beaucoup, elle a complètement pigé tout de suite le sens de cette base de données, et Clémence a cherché ce tableau que moi-même j'avais cherché à l'occasion de Journée du patrimoine dans une église d'Étampes. L'œuvre n'a pas été retrouvée et elle n'est pas d'ailleurs non plus déclarée comme volée. C'est une présentation de la Vierge au Temple qui grosso modo s'inspire de la gravure très très célèbre de Dürer de 1503, mais qui est de facture beaucoup plus tardive. Il y a une date ancienne sur le cadre de 1566. Le tableau est évidemment fait pour une commanditaire qui est en bas à droite, qui est française. Il est quand même de facture très flamande. C'est un tableau certainement médiocre, mais c'est facile à dire quand on ne l'a pas sous les yeux. Il est quand même manifestement l'œuvre d'un artiste actif en France autour de 1560. C'est tout ce qu'on peut en dire. Peut-être qu'un jour il réapparaîtra. Autre tableau de volé à Jouarre-Pontchartrain, donc dans les Yvelines, volé depuis plus de 40 ans maintenant, dont des descriptions anciennes nous indiquent qu'il y a au revers une annonciation. Encore une fois, tableau Henri II d'un style tout à fait...
j'aime pas dire provincial, mais on se comprend. Enfin, c'est certainement un tableau de type parisien, mais dont, à vrai dire, on peut juste assurer qu'il se situe sous le règne d'Henri II pour des raisons de costume des donateurs. On a eu des inscriptions qui ne nous font pas avancer, le RM qui est probablement relatif à l'identité du donateur, et un style des saints, des trois saints assez maniéré, on va dire, qui renvoie à des choses qui font un peu penser à ce qu'on trouve dans la peinture troyenne à peu près à la même date. Autre exemple encore de tableau volé que j'ai vu, je ne sais plus exactement quand, mais il a été volé en 2002 et c'était donc avant, dont je n'ai malheureusement pas d'image couleur, tableau qui a été volé dans l'église d'Angerville, en gros de culture cousinesque, un tableau qui avait le mérite d'être parvenu absolument avec son cadre original, c'est sûr et certain, tableau ovale typique de la peinture telle qu'elle se fait effectivement autour de la période Henri II. Je montre le détail du cadre et des exemples dans les cheminées des coins de cadres fins tout à fait comparables. Et alors là, je sors des tableaux volés, je fais juste rapidement une diapositive pour montrer que, au hasard de ce recensement, donc Clémence a repéré le tableau qui est sur la gauche au musée de Nemours. On avait auparavant repéré le tableau de Meudon qui est sur la droite. J'ai malheureusement de très mauvaises photos à vous montrer, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que les tableaux procèdent évidemment d'une même composition, puisque bien que de styles différents, les motifs sont absolument identiques, en particulier les figures et cette espèce de bordure de toute petite figure qui est au ras du sol et qui est commune aux deux œuvres. Donc en fait là on est dans l'étape numéro 1 du recensement, c'est-à-dire on voit les œuvres, maintenant il faut les étudier, il faut aller les voir, tout reste à faire. Quand je l'avais présenté l'an dernier l'idée de l'Île-de-France, c'était avec cette idée que bien sûr on essaye de procéder systématiquement dans le recensement de ce qui est conservé dans les territoires, mais qu'évidemment on essaye aussi de faire surgir un style qui est propre à ces régions. Et pour l'Île-de-France, il est évident qu'on cherche de la peinture un peu Bellifontaine, on a envie d'en trouver en dehors de la grande peinture Bellifontaine qu'on connaît bien. Et c'est un peu le cas, c'est assez rare, de ce tableau qui se trouve dans une église, l'église de Lésigny, donc en Seine-et-Marne, un Saint-Jérôme, qui est, me semble-t-il, particulièrement intéressant à situer dans le milieu. C'est un artiste qui nécessairement a vu les Italiens actifs à Fontainebleau, je pense. Pour l'instant, c'est assez difficile d'aller plus loin, mais le type de l'anatomie, l'espèce de nervosité de l'attitude, le type de paysage est tout à fait caractéristique aussi de ce qu'on voit dans les années 1540 dans la production parisienne, Île-de-France, vers 1540. Il se trouve qu'une autre œuvre très comparable, je pense quand même de la même main, se trouve au musée de Rouen. Elle a été rattachée par Frédéric et ses élèves au milieu dauphinois, enfin parce qu'en fait au musée de Rouen elle avait été attribuée au monde avignonnais. Je pense que les deux tableaux sont de la même main, même s'ils ne sont pas dans le même état. Ils ont absolument les mêmes type à quelques centimètres près, type de dimension. Je vais vous montrer quelques détails, passer très vite je reviens sur l'ensemble et je la mets en relation avec une estampe anonyme de l'école de Fontainebleau, mais très belle estampe qui est peu connue et que Catherine Jenkins a remis en évidence comme une œuvre Bellifontaine, une eau-forte Bellifontaine, inspirée pour ce qui est du paysage de la gravure germanique et de Dürer en particulier, mais dont la figure participe absolument de ce même, je dirais, de ce même courant.
En réalité, c'est là que le recensement a besoin de s'appuyer sur des institutions et de favoriser, ce qui est très difficile, la collaboration entre les institutions. Mon rêve, depuis des années maintenant, ce serait de faire en sorte que le tableau de Lésigny et le tableau de Rouen se retrouvent au C2RMF, qu'ils soient correctement étudiés l'un et l'autre, que les comparaisons puissent être faites, et on n'avancera, à mon avis, pas autrement dans l'étude de ce genre de cas. Mais c'est un des rares tableaux dans l'état actuel du recensement en Seine-et-Marne qui me semble vraiment pouvoir être situé de manière assez précoce dans le monde, dans la culture Bellifontaine. La version de Rouen fait immédiatement penser au dessin de Rousseau que vous avez sur la gauche, et je passe vite, les clichés sont très mauvais, hein, on travaille avec de mauvaises photos, c'est difficile de juger, mais j'ai fait un détail de la tête du Saint-Jérôme. À droite, il y a de meilleurs détails du tableau de Rouen qui a évidemment été restauré. Les deux versions du Christ en croix qui sont, je crois, qui confirment qu'il s'agit du même peintre. Les éléments, mais les photos sont inégales parce que aussi l'état de conservation des œuvres est inégal, les éléments de paysage. Je vais passer maintenant la parole, je la reprendrai pour parler de Dumonstier, de ce que moi j'ai fait pour avancer dans la base cette année. Je vais d'abord passer la parole à Aurélia Candy, qui nous a rejoint au département des peintures et qui, l'an dernier, qui avait déjà... Vous aviez parlé l'an dernier, Aurélia? Non, vous n'aviez pas parlé, vous n'étiez pas intervenue. Qui, elle, travaille... Elle n'a pas eu beaucoup de temps cette année, il faut bien dire, pour travailler sur le recensement, parce qu'elle s'est énormément occupée de la documentation de Nicole Reynaud, qu'elle a totalement classée et qui concerne beaucoup plus le XVe siècle français. Donc mais elle s'intéresse particulièrement au vitrail et elle s'est lancée dans le recensement des vitraux parisiens du XVIe siècle. Aurélia, je vous laisse la place, vous venez là. Je ne sais pas comment je vais faire. On reviendra dessus plus tard. Donc, en effet, comme cela a déjà été dit, le recensement de la peinture produite en France au XVIe siècle prend en compte l'ensemble des médiums, dont le vitrail. Et donc, au cours de cette année, nous avons travaillé sur les vitraux conservés dans les églises parisiennes ainsi que dans les musées français et étrangers. Une partie du décor vitré de l'église Saint-Étienne-du-Mont, comme vous voyez ici à l'écran, a été intégrée à la base Agora avec une trentaine de notices publiées, illustrées chacune de photographies, comme on peut le voir. L'ensemble conservé est relativement bien documenté, puisque 21 verrières exécutées dans le cadre de la reconstruction du chœur de l'église entre 1540 et 1542 firent l'objet de marchés adressés à 6 peintres verriers, dont Guillaume Rondel, Robert Roussel, Jacques Rousseau, ainsi que Nicolas Borin et Jean Chastelin, qui furent les acteurs majeurs de la scène artistique parisienne du milieu du XVIe siècle. Ce dernier, d'ailleurs, Jean Chastelin, que l'on documente dès 1528, exécuta plusieurs verrières d'après des modèles fournis par des grands peintres comme Gauthier de Camp, Noël Baymard et Jean Cousin-Père. Donc, les vitraux de Saint-Étienne-du-Mont ont déjà bien été étudiés par Guy-Michel Leproux et ils ont fait l'objet d'une récente synthèse par Françoise Gatouillat en 2016 dans le cadre de la monographie sur l'édifice. Donc ces notices publiées sur la base Agora réunissent les recherches entreprises depuis plusieurs décennies sur le vitrail produit à Paris et dans sa région au XVIe siècle. Donc depuis le premier volume du Corpus Vitraearum daté de 1978, qui était consacré à la région parisienne et au nord de la France, il convient de citer les études importantes de Guy-Michel Leproux, de Françoise Gatouillat, de Michel Herold, d'Audrey Nassumopa ou encore celle d'Elisabeth Pillet sur le vitrail à Paris au XIXe siècle, paru en 2010. Qui est un ouvrage important puisqu'il documente assez précisément en fait les restaurations entreprises sur les verrières anciennes.
Enfin, je vous ai mis en bas donc, aussi une série d'ouvrages, notamment les expositions du Musée du Louvre sur Jean Cousin et François Ier et l'art des Pays-Bas, qui abordent le vitrail parisien de la Renaissance, ou encore le dernier volume du programme de recherche genevois consacré à la peinture parisienne des 15e et 16e siècles. Donc l'activité de plusieurs peintres et verriers liés à la production vitrée de la région parisienne au XVIe siècle a été révélée depuis plusieurs années, comme l'activité de Jean Cousin, de Noël Bellemare, de Gauthier de Camp, Nicolas Pénégrier, Jean Chastelin, Nicolas Borin, Antoine Caron ou plus récemment Baptiste Pellerin, dont les modèles furent très recherchés par les orfèvres, les lissiers et les peintres verriers. En ce qui concerne l'actualité de la recherche sur le vitrail du XVIe siècle en région parisienne, j'aimerais signaler en dernier lieu la toute récente exposition sur la peinture, sur le peintre rouennais Geoffroy Dumonstier, actif à Fontainebleau, ainsi que la parution prochaine d'une monographie rédigée par Guy-Michel Leproux, Michel Hérold et Elisabeth Pillet sur les verrières de la chapelle royale de Vincennes, commandée en 1551 à Nicolas Borin. Alors bien que les comptes ne mentionnent pas le nom des cartonniers pour la chapelle de Vincennes, l'examen des panneaux a permis de reconnaître l'intervention de 2 peintres italiens issus des ateliers de Fontainebleau, qui sont Luca Peni et Claude Baldouin. Le recensement des vitraux en Ile-de-France se poursuit actuellement avec les églises parisiennes de Saint-Germain-l'Auxerrois, de Saint-Gervais-Saint-Protais, Saint-Médard, Saint-Méry, Saint-Séverin, ainsi que les musées, puisque donc les musées du Louvre, le musée Carnavalet ou encore le musée d'Écouen, le musée de la Renaissance à Écouen, conservent plusieurs panneaux en fait, de fragments de verrières parisiennes du XVIe siècle. Donc voilà pour un tour très rapide sur l'avancement, en tout cas pour le vitrail. Donc je laisse la parole à Cécile. Merci Aurélia. Effectivement, en soi, c'est déjà un chantier. Le vitrail parisien du XVIe siècle, pas facile, donc, mais je pense vraiment que la base, vous allez peut-être avoir l'impression que ça part dans tous les sens, mais je pense que c'est sa richesse, c'est son principe, c'est que les choses communiquent entre elles et qu'on n'ait pas une vision complètement sectaire de la production française du XVIe siècle. Je vais maintenant passer la parole à Gaia Dinaro, qui, elle, va parler de toute autre chose. J'échappe comme ça, parce que on procède de manière géographique, mais on a aussi de temps en temps envie de faire des choses peut-être moins systématiques ou plus exactement plus excitantes ou plus différentes, plus transversales. Et on a donc un peu eu l'idée de lancer un programme sur les cheminées peintes. C'est au tout début. Et Gaia y a beaucoup travaillé. Elle était stagiaire de Clémence ici à l'INHA. C'est dans le cadre de son stage à l'INHA elle s'est lancée à corps perdu dans les cheminées peintes. Je crois qu'elle a prévu de montrer beaucoup plus que ce que j'imaginais, donc je lui cède la parole très vite. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à préciser, qu'elle est présente. Parfait. Comme Cécile vient de dire, le présent travail est issu d'un stage d'un mois qui s'est déroulé ici à l'INHA sous la direction de Clémence Soraka, et je me profite justement pour la remercier, même si elle n'est pas là, mais aussi de m'avoir proposé de participer à cette table ronde, dont j'ai le plaisir de participer. Et mon travail était ainsi axé sur les projets coordonnés par Clémence, en particulier les recensements de la peinture produite en France au XVIe siècle. Dans le cadre du recensement, j'ai été chargée de mener une enquête sur les cheminées peintes au XVIe siècle. Et il convient, comme l'a bien dit Cécile, de noter que moi, je poursuis cette recherche avec un critère différent de la méthode canonique d'indexation. En effet, au lieu de poursuivre la recherche selon l'approche géographique classique par région, on s'est concentré sur un type de peinture spécifique, à savoir la cheminée peinte, au sein de tous les territoires nationaux.
Le modèle de la cheminée peinte a commencé à se répandre en France au XVe siècle pour connaître une grande popularité au XVIe et XVIIe siècle. À ce jour, ces sujets demeurent néanmoins encore assez méconnus, à l'exception des cheminées des coins et des celles des Fontainebleau, qui ont fait l'objet de plusieurs études. Je n'ai pas inclus ces exemples dans mon travail, même parce qu'elles étaient déjà répertoriées à la base. Au contraire, depuis les débuts, mes recherches se sont plutôt configurées comme une véritable quête visant à dénicher de nouvelles cheminées au sein des monuments de l'époque, tels que des manoirs, des châteaux et de maisons. Cette recherche m'a permis au final de repérer de nombreuses cheminées jusqu'ici presque ignorées et de découvrir des cycles de fresques étonnantes, tant par leur étendue que par leur qualité, qui n'avaient pas encore été recensées dans la base. Et maintenant, les fiches de ces cheminées ont été récemment publiées et donc vous pouvez les retrouver au sein de la base. On va commencer par les châteaux d'Angeny, qui c'est un château qui se trouve aujourd'hui dans l'actuelle région de l'Auvergne-Rhône-Alpes, classé monument national. Il s'agit d'un lieu exceptionnel en raison de ses décors peints du XVIe siècle. On y trouve notamment la salle des pros au dessin Hubert, se déployant sur les 4 parois de la pièce. Chaque paroi héberge 3 pros qui correspondent aux 3 héros de l'Antiquité, de la Bible et de l'époque chrétienne. À l'exception, ils sont présentés comme des chevaliers, à l'exception de cette paroi où le percement de la fenêtre a causé la perte d'un chevalier, c'est-à-dire Jules César, mais qui quand même on a pu l'identifier grâce à une petite inscription qu'on voit qui encore se trouve en situ au-dessus de la fenêtre et qui décrit le chevalier qui autrefois s'est trouvé à cette place. De plus, il faut dire que tout au fond de la salle, entre le vernis et entre la fenêtre et la porte, il y a la représentation, c'est représenter la légende de Saint-Hubert. Malheureusement, ce cycle appartient à un artiste qui à ce jour est encore anonyme et dont on connaît encore l'identité. Mais ce qui nous intéresse dans cette pièce, c'est la cheminée peinte qui se trouve dans la... Voilà. Et toutefois, les peintures du manteau n'ont pas été touchées par les 2 campagnes de restauration qui ont eu lieu au XXe siècle. Et à l'heure actuelle, se présentent en mauvais état. On arrive néanmoins à distinguer au milieu un écho avec les blasons d'Angeny, soutenus par 2 lions et coiffés d'un homme emplumé, surmonté d'un autre lion, les tout encadrés par 2 pilastres. La composition centrale sépare les 2 scènes latérales. D'un côté, nous reconnaissons Vénus habillée avec des costumes contemporains et les petits Cupidons assis à ses pieds, accompagnés de l'inscription Vénus, déesse de l'amour. De l'autre côté, il y a la figure de Mars, habillée comme un des chevaliers, muni de son épée, est accompagné par l'inscription Mars, dieu des batailles. À côté de la cheminée se dressent les portraits des 2 commanditaires, Michel d'Angeny, qui était né en 1527, et son épouse Germaine de Foix. Il faut dater les cycles vers les années 1570-1580 à peu près, parce que, comme je viens de dire, Michel d'Angeny, il était né en 1527. Et donc, en regardant la fresque, on peut en déduire qu'il s'agit d'un homme à peu près âgé de 40 ou 50 ans. La datation est également confirmée par l'examen des costumes. Dans les châteaux d'Angeny se trouve une autre ambiance, une autre pièce qui contient un cycle de fresques vraiment remarquable datant de la première moitié du XVIe siècle, autour des années 1525. Celui-ci orne la chapelle privée du château, où il n'y a néanmoins pas de cheminée. Les fresques furent probablement commanditées par Louis III d'Angeny, que l'on voit agenouillé en prière aux côtés de son saint protecteur, Saint Louis. Les nombreuses fresques de la chapelle hexagonale du château d'Angeny représentent des scènes de la Passion du Christ, en accord avec la dimension sacrée du lieu, se déployant sur les 6 murs latéraux ainsi que sur la voûte, divisée à son tour en 6 compartiments. Les fresques de la voûte semblent avoir été réservées aux scènes postérieures à la mort du Christ, tandis que les fresques des 2 registres inférieurs traitent des événements connexes directement à la Passion.
Le programme est assez complexe. De manière générale, chaque mur a un panneau de grandes dimensions qui correspondent aux lunettes situées en haut, où se trouve la scène principale, tandis que les scènes situées en dessous, plus petites, abordent des sujets annexes au panneau supérieur. Voilà, là il y a quelques détails. Et on passe tout de suite à un autre cycle très remarquable, toujours datant du XVIe siècle, où l'on peut trouver un total de 3 cheminées qui présentent des peintures monumentales. Le château de Charey-Centra est une ancienne forteresse médiévale du XIVe siècle, remaniée au cours du XVIe siècle à l'initiative de Claude Morin, propriétaire du château de 1552 à 1577. Pendant cette période, l'édifice a subi des travaux d'aménagement et à cette occasion, il fut également doté d'une décoration. Une décoration sculpturale a été ajoutée au rez-de-chaussée, ainsi qu'un cycle des peintures au premier étage, faisant du château de Charey l'un des sites centraux de la Renaissance française. Nous allons parler du cycle de fresques qui s'étend sur les premiers étages et couvre plusieurs espaces à partir du décor des volets de la cage d'escalier, peinte avec une décoration agrotesque. La décoration, comme vous pouvez bien le voir dans les photos, couvre toutes les volets ainsi que les retombées de la voûte, les lunettes et les plafonds de la cage d'escalier. Et si on monte dans les escaliers, on arrive au premier étage où justement se déploient les cycles des fresques. On arrive d'abord à la salle d'Adonis qui se distingue par 3 éléments décoratifs majeurs. Les plafonds ornés de grotesques, même si malheureusement la partie qui est proche de la fenêtre a été abîmée à cause des infiltrations d'eau, mais tout le reste de la décoration voilà, se maintient. Sinon, au-dessus de la porte, il y a une petite fresque rectangulaire et représenter une scène tirée des métamorphoses de vie de la naissance d'Adonis. Et de même que, toujours tiré des métamorphoses, le manteau de la cheminée, où en revanche est représenté les repos de chasse de Vénus et Adonis. C'est intéressant de voir dans les cycles des Charey comme les cheminées ont été réalisées en connexion l'un avec l'autre, parce qu'effectivement, les sujets, au-delà de l'aspiration commune, c'est-à-dire les métamorphoses, aussi la cheminée de la salle principale représente les moments qui suit ce que l'on vient de voir, c'est-à-dire la mort d'Adonis, qui vient d'être tué par un sanglier, qu'on voit ici s'enfuir dans la forêt qui se dresse à l'arrière-plan. Aussi, celle-ci est la cheminée de la grande salle, les seuls éléments décoratifs de cette salle, qui présente également sur les jouets de la cheminée Vénus, accompagnée du petit Cupidon, et de l'autre côté, Mars. On arrive enfin à la salle des planètes, où la salle des planètes qui tire son nom du plafond peint avec un programme qui voit l'organisation des 7 planètes enfermées dans des médaillons. Au niveau iconographique, le programme est très similaire à celui du plafond de la Sala del Cambio des Pérouses, réalisé par les Pérugiens. Après, il y a une petite fresque située au-dessus de l'entrée qui représente une scène des toilettes. Apparemment, c'est la seule peinture narrative du cycle qui n'est pas liée aux histoires des Vénus, même s'il a été proposé qu'il s'agit de la toilette des Vénus. Mais effectivement, on n'a pas d'autres informations et notamment, on ne distingue pas un personnage principal par rapport aux autres. Sur la haute de la cheminée de la chambre, sont représentés Vénus et Mars, nus et allongés, et accompagnés par le petit Cupidon en bas à gauche. Les cycles des Charey-Centra, après celui des Coins, représentent les cycles les plus riches des cheminées peintes datant du XVIe siècle. Et c'est pourquoi vraiment ils jouent un rôle central au sein de cette recherche. Et je vais vous montrer une autre petite sélection, vite fait. Les châteaux, voilà, désolé. Les châteaux de Saint-Germain-de-Livet, ce que vous voyez en photo, c'est les décors de la salle des gardes du château de Saint-Germain-de-Livet, qui date du XVe et XVIe siècle. Il a été construit sur le site d'une ancienne forteresse médiévale. Aujourd'hui, il est un musée national. À l'intérieur, c'est les cycles des fresques de la salle des gardes, datant de la fin du XVIe siècle, qui retiennent notre attention. Ces peintures datent précisément de 1599, comme l'indique la date inscrite sur les linteaux d'une porte.
La décoration de la salle des gardes du château d'Olivet est aujourd'hui très altérée, en particulier les peintures du manteau de la cheminée, qui ont subi de nombreuses restaurations, comme on peut bien le voir ici. Voilà. Et la décoration s'étend sur les 3 murs et illustre des scènes civiles telles que des batailles, des tournois, des duels avec de nombreux chevaliers. La cheminée se distingue par des peintures murales sur la haute, représentant plusieurs personnages et des figures principales. Malheureusement, aussi, il faut considérer l'état mauvais et on n'a pas encore les identifiés, et même pas pour l'instant les armoiries qui figurent, soutenues par des lions. À gauche de la cheminée, on trouve une représentation de la tête de Saint Jean-Baptiste offerte à Salomé, et à droite celle d'Holoferne présentée par Judith, tenue à la pointe de son épée. Ici, je me rappelle, c'est Clémence qui m'avait indiqué cette cheminée, cette très belle cheminée, qui représente la cheminée de la salle à manger du château du Rébeau, un château une forteresse dont les premières fondations remontent au XIIIe siècle. La peinture monumentale de la haute présente la scène biblique du festin de Balthasar, qui semble représenter les moments du récit de Daniel où une main apparaît au nom des nuages, comme les rapports des livres de Daniel, avec la phrase Mane tekel fares, comme les rapports des livres de Daniel. Voilà. Et on voit le moment où le prophète Daniel, en effet, en premier plan, indique avec sa main gauche au haut. Toutefois, la partie supérieure du manteau de la cheminée, de la peinture, a été retirée et on ne peut pas lire l'inscription. On le voit parce que si les petits poteaux à gauche, il est coupé. Donc je suppose que vraiment la partie supérieure a été recoupée, retirée. Parce qu'il semble qu'il manque voilà, une partie. De plus, figure aussi encore Balthasar qui encore s'est pas rendu compte de la situation. Il est vu de dos, lit au bout de la table. Enfin, on va passer à notre dernier édifice et dernière cheminée. C'est la cheminée de l'hôtel Sardini à Blois. Et cette cheminée, même s'il représente pas, la peinture de cette cheminée ne soit pas narrative, la haute, c'est quand même très intéressant. Les manteaux se divisent en 2 registres qui sont parsemés de plusieurs figurines, des poutres, des femmes allongées et de plusieurs motifs floraux qui rappellent c'est de l'école de Fontainebleau. Enfin, j'ai répertorié aussi sur la base le petit espace qui est annexe à l'hôtel Sardini du Blois, même si je crains que la datation elle est un peu précoce parce que ça date de l'époque de Louis XII, mais quand même son cycle des peintures est très étonnant. Et toute la paroi de fond, on voit un rétable fin qui encadre une crucifixion. Et à gauche, il y a les Christ qui portent la nuit mystique. Et de l'autre côté, il y a Saint-Michel qui terrasse les dragons. Sinon, après, sur la paroi nord, on retrouve une fresque qui représente Saroc, qui dévoile sa blessure à un ange. Sinon, sur les murs du sud, et Sainte Catherine. Enfin, au-dessus de la porte d'entrée, on peut voir Saint Jérôme en prière dans les desserts et en premier plan se dresse la lettre L renvoyant directement à Louis XII. Il est possible que ces peintures étaient réalisées par un peintre de Pavie, familier des expériences de la peinture de Vincenzo Foppa, et si l'on prend en compte à la fois des fréquentes relations entre le duché de Milan et la cour de France à la charnière des XVe et XVIe siècles, ainsi que la proximité stylistique avec les calvaires du musée d'art et d'histoire de Genève, réalisés peut-être par les peintres Martin de Pavie. Je me vais arrêter là et avec cet exemple, parce que en plus je crois ne pas avoir le temps. Mais pour conclure, il faut dire qu'aujourd'hui, je vous ai présenté une petite sélection des cheminées qui me semblaient particulièrement pertinentes pour illustrer ces tendances au XVIe siècle. Néanmoins, l'étude des cheminées peintes est encore loin d'être exhaustive. Il reste encore beaucoup à faire, notamment pour ce qui concerne la mise en relation des unes avec les autres. Et
ces travaux de base pourraient quand même ensuite être suivis d'une phase d'analyse approfondie qui permettrait de mieux comprendre ces phénomènes, ainsi que la signification et les contextes de ces peintures, projet dont le recensement est en train de se charger. Voilà, je vous remercie. En effet, oui, merci. En effet, bon, merci pour la présentation. En effet, c'est vrai que ça touche à la peinture monumentale et que c'est assez difficile d'étudier les cheminées dans ces lieux-là, dans ces palais ou châteaux ou beaux hôtels particuliers, sans prendre en compte aussi les chapelles, enfin toute la peinture monumentale. Donc ça emmène très loin quant à l'hypothèse, enfin quant au fait que les derniers exemples que vous avez montrés sont un peu précoces. Ce n'est pas grave parce que c'est un défaut de cette base que de ne pas avoir pris la période Louis XII. Donc ça n'est absolument pas grave. Effectivement, donc nous lançons une étude un peu collective de recensement des cheminées peintes. On a tout à fait conscience que ça va être encore un chapitre assez énorme. Je reprends moi ma présentation avec un tout autre sujet. Donc, ce qui est dans le recensement, il y a recenser des choses que l'on va étudier, et puis il y a publier dans le recensement les choses que l'on vient d'étudier. Et là, on va passer à ce stade-là. Je vais essayer de montrer très rapidement, parce que derrière Dominique et Frédéric doivent encore parler, essayer de montrer en quoi il est important de se pencher aussi sur l'enluminure quand on a affaire à des artistes de grand talent dont l'œuvre de peintre est perdue. Et d'ailleurs, pas seulement dans le cas où leur œuvre de peintre est perdue, mais parce que tout simplement, l'enluminure, c'est vraiment de la peinture. Et le cas que je vais montrer, qui est celui de Dumonstier, donc qui a fait l'objet d'une étude liée à l'exposition qui est actuellement à Rouen et dont Aurélia a montré l'affiche ou le catalogue. Vraiment, dans le cas de Dumonstier, on a affaire à un enlumineur qui fait vraiment œuvre de grand peintre. De Dumonstier, très rapidement, que sait-on de Dumonstier? Dans les archives, il est enlumineur et son nom apparaît sur une série d'eaux fortes de style tout à fait Bellifontain qui appartiennent à toute cette production très limitée dans le temps. On est entre 1542 et 1547, production d'eau forte par différents artistes, dont Geoffroy Dumonstier, puisque c'est marqué dessus, et c'est le cas où on ne peut pas parler véritablement de signature, mais il n'y a pas de raison de mettre en doute la véracité de l'attribution de ce groupe d'estampes à Geoffroy Dumonstier. Et donc, travailler sur l'enlumineur, ça a consisté à faire correspondre le style de ces estampes avec le style d'enluminure connu. Le premier exemple qui a été fait est celui, vous n'en avez qu'un détail sur la droite, donc à gauche une eau forte de Geoffroy Dumonstier, à droite le registre principal d'une grande enluminure qui est serre de frontispice, un registre chartirier conservé à Rouen. Le rapport, l'attribution de cette enluminure, de ce fragment d'enluminure à Geoffroy Dumonstier est maintenant ancien. Il remonte à Jean Lafont, qui était grand spécialiste d'art rouennais et qui connaissait ce volume conservé aux archives de Rouen et qui a fait le rapprochement fondamental stylistique. Il se trouve que, voilà la page entière, la page entière, non pas la page, la page entière sur la gauche et sur la droite, la page entière très proche stylistiquement, qui est dans un autre volume, dans un petit livre d'heures fragmentaire conservé à Vienne. On a, je passe sur les détails, fait le rapprochement tout à fait évident entre les deux œuvres. Un détail sans les bordures pour vous montrer le rapprochement stylistique. C'est à partir du même genre d'estampes qu'on a fait aussi un rapprochement avec un autre type d'enluminure, dont vous avez un exemple à droite, beaucoup moins, j'allais dire raffiné, en tout cas beaucoup plus brutal, plus en relation avec vraiment le style des eaux fortes, dont vous avez un exemple à droite avec cette Pentecôte. Je vais montrer
On sait par ailleurs que Geoffroy du Moncier apparaît dans les archives, dans les contes de Fontainebleau, aux alentours de toute fin des années 1530, début 1540, 1538, 1540. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait aussi, de sa part, des enluminures qui soient vraiment des œuvres complètement rossesques, complètement Bellifontaine. C'est un peu l'exemple qui est sous les yeux le montre. Dans le même livre que la Pentecôte que je viens de vous montrer, se trouve cette enluminure que vous avez sur la droite, qui représenterait de manière assez étrange, il faut bien dire, une fuite en Égypte. Donc une fuite en Égypte comme ça, c'est pas si facile à identifier, mais étant donné la place dans le livre d'heures, ça ne peut représenter que ce sujet, et c'est manifestement inspiré par une des fresques de Rousseau de la galerie François Ier. Correspondant à ce style, quelques enluminures qui se trouvent dans un manuscrit conservé à Cambridge, placé au milieu de draperies extravagantes qui n'appartiennent pas du tout au registre habituel de la bordure de manuscrits, enfin d'enluminures de livres d'heures, une Bethsabée et une résurrection de Lazare qui sont très marquées. On va le voir, ce rapprochement est explicite. Par l'art de Rousseau, là, bien sûr, il y a une figure qui est reprise d'une composition gravée des trois parcs de Rousseau, mais l'enlumineur ne procède, bien sûr, il s'inspire de la gravure, il reprend un motif, mais il réinvente, il invente tout à fait autre chose, il absorbe complètement ce style de Rousseau, y compris dans sa facture très heurtée, et ce sont des enluminures qui souvent sont aussi chromatiquement très pétantes, si je peux me permettre ce terme. Vous voyez qu'elles sont aussi prises dans un type de bordure complètement traditionnel, soi-disant, c'est-à-dire un semis de fleurs sur fond d'or, mais en réalité, ça n'est pas un semis de fleurs sur fond d'or, ce sont des tiges qui partent de l'angle et qui se développent avec une sève incroyable autour de compositions qui sont extrêmement déroutantes du point de vue des compositions, stylistiquement, iconographiquement, chromatiquement. On est dans un registre qui est caractéristique de cet artiste et du moment où il est en contact avec l'art, le grand art bellifontain de Rousseau, puisqu'il travaille à ses côtés. Je passe très vite un autre exemple d'une de ces pages du manuscrit de Vienne, qui fait suite au frontispice que j'ai montré au tout début, qui est d'un style plus calme, plus doux. Et en fait, la question qui s'est posée, qui a déchiré un peu les historiens d'art, les historiens de l'art bellifontain dans les années, depuis 1970 jusqu'aux années 2000, c'était savoir, mais lequel c'est du Moncier? Lequel de ces peintres est du Moncier? Est-ce que c'est celui du frontispice, des deux frontispices calmes, ou est-ce que c'est celui de ces compositions assez folle, enfin assez folle, c'est pas le mot, mais enfin vous comprenez, d'un style complètement libre. En fait, l'idée, c'est que c'est tout simplement le même artiste, puisque le point commun, ce sont ces estampes en partie et les dessins qui vont avec, qui sont assurément de Dumonstier. Simplement, ce sont deux périodes différentes, certainement, de sa carrière. Revoilà. Je multiplie les exemples parce que pour moi c'est magnifique, mais et vraiment en tout petit de la très grande peinture. Voilà une diapositive que vous allez revoir certainement un peu plus tard, qui sont des séries de détails prises dans les différentes enluminures, quelle que soit la période à laquelle elles appartiennent, et qui montrent vraiment le tempérament tout à fait fougueux de cet artiste Geoffroy du Moncier. Troisième manuscrit entrant en ligne de compte, un manuscrit très célèbre de la Bibliothèque nationale, qui est en fait un manuscrit illustrant des poèmes du Puits de la Conception, donc de Rouen. C'est un livre un peu comme d'illustration de poésie religieuse, dans lequel on trouve une autre main, que je ne montre pas, en tout cas pas pour l'instant, mais dans laquelle on trouve aussi 8
enluminure qui témoigne d'une fougue qui a été rapprochée aussi et d'une inventivité et d'une manière très picturale pour le coup, pas du tout minutieuse mais très inspirée, qui fait tout à fait penser au livre de Vienne que nous venons de voir. Voilà une annonciation. Voilà. Oh, pardon, j'arrive plus à me débrouiller. Voilà. Les sujets sont très ésotériques puisque ce sont des illustrations de concours poétiques. Une représentation de Jésus teinturier avec une façon de peindre les carnations qui est tout à fait caractéristique des artistes qui ont regardé de près les fresques de Fontainebleau peintes par un Rousseau, très extravagante en luminure. Et sur la droite, le détail à la fois de l'enluminure que nous venons de voir et d'une enluminure d'un précédent livre montré précédemment pour vous montrer la cohérence stylistique de cet art. Et à partir de cette façon de peindre, de cette façon de modeler, de cette façon assez tranchée, ligneuse de faire les carnations, on propose, l'exposition le propose, et l'étude qui s'est inscrite dans ce projet a évolué, a permis de remonter dans le temps, dans l'œuvre de Geoffroy du Monstier, vers des œuvres de jeunesse qui présentent déjà ces caractères. En particulier, vous avez le détail à droite de la page que vous voyez ici, et qui date de 1534 et dont on a pu faire l'attribution à Geoffroy du Monstier en se fondant précisément sur ce type de modelé, de dynamisme. Voilà. Je ne peux pas évidemment aller plus loin dans la démonstration. Et autre page du précédent livre, celui que vous avez là, qui représente un auteur en son endormi et qui fait un songe. L'auteur est un Rouennais bien connu, Mélon Prudhomme, qui fait un songe que vous voyez représenté ici, prédisant sa mort et la nudité devant laquelle on se présente devant la mort. Et ce feuillet entre très bien en résonance avec une très célèbre enluminure d'un autre célèbre manuscrit rouennais qu'on attribue à un maître à nom de convention anonyme, le maître des heures Angot, du nom de son certainement commanditaire, Angot. Je passe là-dessus pour montrer une sorte d'ancrage de Geoffroy du Monstier dans la grande enluminure rouennaise des années 1520. Et par analogie, le rapprochement que l'on peut faire avec la toute première enluminure du Monstier connue, cette Vierge en Pénélope, cette Vierge filant qui orne un registre conservé aussi aux archives de Rouen, un registre des statuts de la confrérie des drapiers, pas la confrérie, de la corporation des drapiers, excusez-moi. Enluminure qui posait des gros problèmes aux chercheurs dans la mesure où elle correspond exactement à un dessin qui porte l'inscription du Monstier mais qui a été pendant assez longtemps par des gens ici présents reconnus comme une œuvre de Jean Cousin, probablement à tort. Et dans le livre, je reviens sur... mais enfin, on ne sait jamais si on a absolument tort ou absolument raison. Le fait est que c'est très intéressant, cette collision est très intéressante. Dans le grand livre dont j'ai déjà montré des images, se trouve aussi ce portrait collectif, tout à fait dans la tradition rouennaise, puisque le maître des heures Angot, dans le même livre, fait une composition de même style, pas de même style, de même typologie et pas de même style justement. Celle de droite, qui représente le concile de Bâle, présente je pris un détail absolument anodin dans ce portrait collectif, qui est le détail du piétement de la table, qui correspond tout à fait à la manière de Geoffroy du Monstier dans des œuvres rossesques qu'on a vues un peu précédemment. On est donc certainement chez le même peintre, à peu près à la même date,
en gros, entre 1540 et 1545. Cet artiste est un très grand paysagiste, c'est là-dessus que je vais terminer. Dominique Cordelier va vous parler de lui sous un autre angle incessamment sous peu. Le détail de l'enluminure du registre chartrier du Bureau des pauvres par laquelle j'ai entamé cette évocation de sa peinture, de sa grande peinture de miniaturiste, montre un paysage, un art du paysagiste qui trouve son épanouissement absolu dans toute une série de peintures à la gouache qui illustrent les usages de l'astrolabe conservés au Louvre, dont vous avez un exemple ici. Il y en a 12 qui sont quand même, bien sûr, ça montre les usages de l'astrolabe. Ce sont surtout de magnifiques et gigantesques paysages que l'on peut dater. On est là vers 1500, autour de 1550, en tout cas sous le règne de Charles IX. Non, pas de Charles IX, Dominique. 53. Non, voilà. Mais c'est plutôt, on est sous Henri II. On est sous Henri II encore. Et je voulais terminer sur l'idée que, au fond, ça nous a amené à retracer la carrière stylistique de Geoffroy du Monstier et à mieux comprendre ce qu'il pouvait devoir à sa formation rouennaise. Le maître des Orango, ce maître anonyme qui collabore avec, qui est présent dans ce même grand registre de la Bibliothèque nationale, manifestement commencé dans les années 1525 et achevé dans les années 1545, a tout pour correspondre à la génération précédente de la même famille. Or, il se trouve que tout concourt à laisser penser que Geoffroy du Monstier s'est formé chez son oncle Étienne du Monstier de la génération précédente qui était enlumineur. Et on arrive à la conclusion assez logique que le maître des Orango est tout simplement Étienne du Monstier, donc l'oncle de Geoffroy, chez qui il s'est formé. Tout ça, j'en suis intimement persuadée, mais c'est très difficile à démontrer. Et je termine sur cette enluminure du maître des Orango, peut-être Étienne du Monstier, précisément parce qu'il y a chez ce peintre, entre autres choses qui rapprochent de du Monstier, un immense paysagiste. Je trouve que cette petite vertu au milieu de la mer, au-dessus de la mer, est au-dessus d'un paysage qui pour moi relève exactement du même esprit et de le même type de facture que ce que fait Geoffroy du Monstier plus tard dans les enluminures que j'ai montrées. Voilà, une dernière image tout à fait différente pour montrer que le Geoffroy du Monstier enlumineur est un immense enlumineur de cette période-là et que son art d'enlumineur trouve absolument sa place, même si elle n'est pas dans les histoires générales de la peinture, à la même génération que le livre d'heures de Dindeville, dont vous avez une page sur la gauche, qui est conservé au fin fond de l'hôpital de Villefranche-sur-Saône, et à droite, les heures de fête d'Anne de Montmorency, cette page-là étant maintenant considérée comme de Jean Cousin, conservée à Chantilly. Ça n'est pas comparable. Dans les deux cas que vous avez sous les yeux, on est dans de l'art Bellifontaine, mais de la grande peinture Bellifontaine sous forme d'enluminure. Et Geoffroy du Monstier, à sa façon, participe de ce mouvement-là. Mais pas seulement, puisque Dominique va vous montrer autre chose maintenant, avant que Frédéric ne conclue. Je lui laisse la place. Je n'arrive pas à échapper. Voilà.
Oui, merci de l'invitation aussi à cette table ronde. Ce que je vais essayer d'exposer rapidement ce soir résulte effectivement de la convergence de deux enquêtes distinctes, l'une menée dans le cadre du recensement de la peinture française du XVIe siècle dans les environs de Paris jusqu'à Fontainebleau, qui est l'objet même de cette table ronde, et l'autre conduite pour préparer le catalogue de l'exposition Geoffroy Dumonstier, pour préparer ce catalogue avec plusieurs personnes qui sont présentes dans cette salle, Cécile bien sûr pour les enluminures, et aussi Caroline Vran pour les estampes, ainsi que Vanessa Selbar qui est là, et Hélène Gano pour la partie recesque du chantier. Un beau chantier collectif qui donne lieu donc à une exposition. Les manuscrits qui ont été évoqués, sauf celui de Vienne, sont tous visibles aujourd'hui et jusqu'au 4 janvier à Rouen, aux archives départementales de la Seine-Maritime. Ça n'est pas difficile d'y aller. N'allez pas dans les musées, allez aux archives départementales. Il y a un bus direct depuis la gare. Voilà. L'objet de cette présentation de ce soir n'aurait pas été possible sans la disponibilité, l'accueil et les moyens mis à ma disposition par le directeur du Musée national de la Renaissance, Thierry Crépin-Leblond, et son conservateur des peintures et tapisseries, Matteo Gianeselli, autre collaborateur de l'exposition Dumonstier que vous pouvez voir actuellement. Donc merci à toutes ces personnes. C'est avec elles et avec Cécile Scailleret que j'ai pu voir les peintures des cheminées du château d'Écouen et échanger à leur propos. Et à l'occasion de cet examen, deux choses m'ont semblé devoir être indiquées. La première est qu'au fond, on manque totalement de points de comparaison objectifs pour rapprocher de Dumonstier, comme le faisait très prudemment et très vaguement Sylvie Béguin en 1995, ce défi délit au prophète de Bâle de la cheminée d'une chambre du rez-de-chaussée du château d'Écouen. Je pense qu'on n'a vraiment pas d'argument pour soutenir cette piste de recherche que suggérait Sylvie Béguin. La seconde chose qui m'a semblé évidente, c'est qu'à l'inverse, il y avait quelques arguments qui permettaient de supposer que Geoffroy Dumonstier était intervenu comme peintre sur au moins 5 autres de ces cheminées. Il y en a 12 qui sont peintes dans le château. Celle d'une salle et d'une chambre au rez-de-chaussée, avec les représentations de Salomon et la reine de Saba et de l'adoration du veau d'or. Le sujet est imparfaitement identifié, ou en tout cas pas avec une grande sécurité. Celle aussi de la cheminée d'Anne de Montmorency, avec le sacrifice de Saül. Celle de la chambre du chancelier, avec le jugement de Salomon. Et celle de la chambre du roi, avec Saül dépeçant les bœufs. Au premier regard, il faut bien le reconnaître, les similitudes de forme entre Salomon et la reine de Saba, donc, que vous avez ici à l'écran, et les œuvres de Dumonstier, n'apparaissent vraiment pas avec évidence. Pourtant, si l'on va de la plus lointaine à la plus précise, on peut noter d'abord que la composition de la peinture de Salomon et la reine de Saba distribue architecture en profondeur, percée de paysage et figure suivant un équilibre un peu comparable à celui que l'on observe dans ce dessin d'un projet de vitrail qui est conservé au Louvre et qui est assurément de Dumonstier. Et on peut aussi observer que l'architecture est mise en place dans la peinture de la cheminée avec la même perspective approximative, une perspective persuasive et bancale, que dans le frontispice du registre chartrier du Bureau des pauvres de Rouen, ce manuscrit qu'évoquait à l'instant Cécile Scailleret. On peut aussi constater ensuite qu'à l'arrière-plan, il y a une flotte. Alors mes photos ne sont pas bonnes, c'est fait en équilibre sur un escabeau, c'est pas très commode et je suis pas excellent photographe, mais c'est une flotte qui semble échapper de la carte de Normandie, une œuvre qui a été récemment réattribuée par Cécile à Geoffroy Dumonstier pour sa partie, disons, pittoresque et ornementale, évidemment pas pour sa partie cartographique. La carte est également présentée à Rouen. Mieux, comme analogie, peut-être plus persuasif, le serviteur tenant deux vases dans
peinture de la cheminée, qui a une silhouette analogue à celle d'un des géomètres des usages de l'astrolabe, enluminé par Geoffroy Dumonstier. Et autre analogie, le valet de la reine de Saba soulevant un coffret qui a, lui, la même attitude, mais inversée que celle d'un porteur d'onguent dans un dessin de Dumonstier représentant la lamentation sur le Christ mort, dessin qui est à la Bibliothèque nationale de France. Alors, ça, c'est si on a envie de se persuader. Et on peut détruire l'édifice immédiatement, parce qu'on peut objecter que cette communauté de formes approximative ne vaut pas identité d'auteur, d'autant que le peintre de Salomon et la reine de Saba sait parfaitement emprunter ses idées à d'autres artistes, comme il le fait ici, en s'inspirant d'une gravure de Léon d'Avant d'après Primatis pour disposer différents membres de la caravane de la souveraine. Alors, premier exemple, le porteur de coffret. Deuxième exemple, ce chamelier. Troisième exemple, cet homme qui ouvre un coffre, mais manifestement, il y a une généalogie primaticienne dans la peinture de la cheminée de la reine de Saba. Il faut donc se tourner vers les autres peintures des autres cheminées pour voir si l'hypothèse soupçonnée à partir de cette première peinture, d'une intervention de Dumonstier dans les peintures des cheminées du coin, peut être défendue avec d'autres observations. Et il me semble que oui. Ainsi, dans la peinture qui représente l'adoration du veau d'or, donc toujours avec un point d'interrogation parce que le sujet n'est pas si facile à identifier, certaines figures, pratiquement inscrites dans un rectangle, si on ne considère que la silhouette, sont campées de face, bien droites, avec les jambes tout à fait parallèles et le corps drapé à grands plis, un peu comme certains des géomètres de Dumonstier dans les usages de l'astrolabe. Par ailleurs, dans le sacrifice de Saül et le jugement de Salomon, dont vous avez donc trois détails ici, les physionomies outrées des vieillards barbus, leur chevelure et leur barbe très mouvementées, leur loucherie aussi et leurs expressions dures, voire colériques quand ils sont vus de face, leur profil abrupt quand ils sont vus de profil justement, leurs jeunes mains démonstratifs sont exactement de même venue que ce que l'on voit chez les personnages peints par Dumonstier, ici dans le livre d'heures dit de Henri d'Anjou, en particulier dans ces deux pages montrant Nathan admonestant David et la Pentecôte. La Pentecôte appartient à un autre manuscrit. Alors, quelques détails pour se persuader qui sont peut-être plus éloquents que les vues d'ensemble. Ici, ces deux figures du jugement de Salomon, à gauche sur l'écran, partagent leur expressivité très forte et un peu étrange avec celle des personnages de Nathan admonestant David. Là, les mêmes figures s'apparentent aux apôtres de la Pentecôte, pour des raisons que je dirais similaires. Mais on peut aussi les rapprocher, on peut rapprocher ce détail du jugement dernier, du registre chartrier du bureau des pauvres de Rouen, de cet autre détail du jugement de Salomon. Et encore un autre exemple, voilà, alors plus sombre parce qu'effectivement la gamme chromatique des cheminées est plus sombre. Donc une autre partie du jugement de Salomon à gauche, à mes yeux, supporte d'être mise en parallèle avec ce détail de Nathan admonestant David. Alors sur une autre page du même livre, livre d'heures de Vienne, donc le livre d'heures dit d'Henri III, on a cette représentation à droite sur l'écran d'un Saint-Barthélemy vu de profil, qui a un peu les allures de l'empereur Vitellius et qui a surtout, à mes yeux, des traits tout à fait semblables à ceux d'un homme placé à l'arrière-plan du justicier du jugement de Salomon, que l'on voit ici à gauche.
il s'agit de peinture murale, il ne s'agit pas de fresque, hein, ça explique l'aspect de surface qui est tout à fait différent de ce qu'on aurait avec une peinture à fresque. Alors, tous deux s'apparentent, je crois aussi, par leur humeur un peu bouffie, hein, au soi-disant Saint-Paul. Je dis soi-disant parce que l'iconographie n'est pas totalement assurée, gravé par Dumonstier, gravé à l'eau forte. Autre point remarquable, les femmes longilignes de l'adoration du veau d'or ont des proportions allongées, hein, ces proportions quelque peu irréelles, cette anatomie un peu svelte, qui me semble tout à fait comparable à celle du dessin de Dumonstier pour un retable de la vie de la Vierge, dessin très important conservé aux Beaux-Arts de Paris. De même, les figures du jugement dernier, donc d'une des cheminées d'Écouen, du jugement de Salomon, d'une des cheminées d'Écouen, peuvent être rapprochées, à mon sens, toujours pour leurs proportions élancées et leur sveltesse, tant du détail de la Madeleine, dans le projet de vitrail que j'ai déjà montré, que de deux statues figurées dans une des enluminures des usages de l'astrolabe conservés au Louvre. Alors, vous aurez compris que malgré ma capacité à démolir mes propres arguments, je reste persuadé que le rapprochement avec l'œuvre de Dumonstier de certaines peintures, ou en tout cas de certains détails des peintures des cheminées d'Écouen, est une piste qui mérite d'être explorée. Et si on l'explore, il faut se demander si on peut reconnaître la main de Geoffroy Dumonstier, non seulement dans toutes les scènes que nous avons énumérées, mais aussi dans les bordures, dans les encadrements, plus exactement, de ces scènes que j'ai évoquées. Alors, peut-être peut-on défendre cette idée, car l'enfant, le petit Saint-Jean de la Madone du Musée national de la Renaissance à Écouen, donc ce tableau que vous avez à gauche, qui est présenté dans l'exposition de Rouen et qui a été étudié par Matteo Gianeselli comme un hypothétique tableau de Dumonstier sur la base d'un rapprochement avec une gravure assurée de Geoffroy Dumonstier que vous avez au centre et d'un dessin qui est assez récemment rentré dans les collections du Louvre, eh bien, on peut se demander si ce que l'on voit dans ces trois œuvres, et en particulier dans le tableau, ne peut pas soutenir un rapprochement avec les poutis placés aux articulations des cadres de Salomon et la reine de Saba, c'est ce que vous voyez ici, ou de l'adoration du veau d'or. Je vous en montre un autre exemple ici, ou encore du sacrifice de Saül. Vous voyez que dans tous ces cas, nous avons affaire, peut-être c'est un peu trop générique, mais nous avons affaire en tout cas au même type d'enfant expressif, mi-maussade, mi-rieur, avec ce regard en coin assez marqué. Dans une peinture qui peut sembler, en tout cas pour les postures des personnages, un peu gauche, et enfants dont les corps et les visages sont simplifiés et comme accidentés par des ombres assez franches. Alors il se peut bien sûr que les dégradations du passé et l'intervention des restaurateurs entre 1989 et 1994 aient accusé cette ressemblance que l'on entrevoit aussi ici avec les enfants de la cheminée de la Salette de Madeleine de Savoie, au premier étage du château, au-dessus de la rencontre de Jacob et Ésaü. Alors pour moi, vous l'aurez compris, la question de savoir si les encadrements et les scènes sont de la même main sont de la même main les unes et les autres,
elle doit rester évidemment ouverte, et même, je dirais, largement ouverte, d'autant que l'on sait, que l'on, en tout cas, on peut supposer que Geoffroy Dumonstier ne travaillait pas seul. Dans le passé, Théodore L'Huillier a publié de façon imprécise, mais c'est un excellent chercheur, il ne publie pas à la légère, a publié un document concernant le château de Montceau-les-Maux, château malheureusement détruit, où il y a un Dumonstier dont il ne donne pas le prénom, qui travaille avec un autre peintre, un certain Saget, dont lui, nous ne savons rien. La piste n'est pas complètement perdue, puisque dans les papiers d'érudits qui sont conservés aux archives du départemental, il y a les papiers de L'Huillier, donc peut-être qu'en allant voir les papiers de L'Huillier, on aura des indications beaucoup plus précises et sur le Dumonstier et sur le Saget, mais on voit en tout cas un Dumonstier capable de travailler avec un autre peintre. C'est peut-être ce qui s'est passé à Écouen. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer la parole à Frédéric qui va conclure comme il en a l'habitude. Je ne sais pas du tout de quoi il va nous parler, donc ça m'est difficile de vous l'annoncer, mais en général, on n'est pas déçus. Il ne faut pas trop annoncer. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Donc, il me revient de conclure cette séance, effectivement, qui a été déjà très riche avec plusieurs œuvres que je ne connaissais pas et donc qui me stimulent. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter un peu plus tard. Mais je voulais simplement faire quelques observations aujourd'hui sur le recensement. On le fait, Cécile l'a dit, d'une manière régulière. L'année dernière, j'avais voulu insister sur une distinction qui me paraît importante entre, d'une part, le corpus patrimonial ou territorial, c'est-à-dire fondé sur le lieu de conservation, et d'autre part, le patrimoine géohistorique fondé sur le lieu de production. Et c'est naturellement à la seconde catégorie qu'appartient le recensement de la peinture produite en France au XVIe siècle, qui a des spécificités liées au territoire de la France par rapport au corpus géohistorique des Pays-Bas, de l'Allemagne, de l'Espagne. En France, dès le début des années 40, Charles Sterling a eu l'occasion de relever la rareté absolue de la peinture de Chevalet et la nécessité impérieuse de décloisonner sur le plan technique pour comprendre véritablement la peinture en regardant les vitraux, en regardant, comme on l'a vu, l'enluminure et les autres champs pratiqués par le métier du peintre. C'est évidemment un fil conducteur qui a pratiquement conditionné la recherche. Pour le XVe siècle, on a eu l'occasion d'en parler très récemment à l'occasion de l'hommage à Nicole Reynaud. Pour le XVIe siècle, naturellement, cette approche décloisonnée a joué un rôle très fort. Depuis la mort de Charles Sterling, elle est devenue même généralisée, on peut dire, depuis les années 90. Plusieurs travaux en témoignent. Je voulais simplement insister sur la vitalité de la recherche de ces 15 dernières années, c'est-à-dire les années dans lesquelles se sont vraiment développés des travaux dont le corpus est à la fois une résultante et en même temps un moteur, notamment les expositions liées à la géographie artistique, celle de 2010 naturellement, France 1500, qui a été un déclencheur important, mais également celle consacrée à des villes comme Lyon en 2015,
2015, Langres et Toulouse en 2018. Et puis parallèlement, toute une série de publications qui, sur le plan du style individuel, ont permis de ressusciter de véritables personnalités, des personnalités de premier plan qui étaient par ailleurs déjà connues pour certaines, mais dont on a pu préciser les contours ou alors véritablement les réhabiliter complètement. C'était le cas de Jean Cousin, qui était une exposition de petit format au musée du Louvre, mais surtout accompagnée d'un ouvrage très important dirigé par Cécile Scailleray en 2013, celui consacré à Baptiste Pellerin, de Guy-Michel Leproux, Marianne Grivel, Audrey Nassieux-Maupas, qui est la résultante d'une recherche plus large, dont ce livre mettait bien en évidence le rôle important de la polyvalence artistique. Et puis, je mentionne également l'ouvrage Diane en son paradis d'Année, parce que, en fait, derrière ce titre se cache aussi une monographie d'artistes, celle de Charles Carmois, un artiste moins connu, mais dont la personnalité a été remarquablement ressuscitée, reconstituée par Dominique Cordelier et Cécile Scailleray. Et enfin, l'ouvrage que l'on vient d'évoquer, consacré à Geoffroy Dumonstier. Je n'ai pas eu le temps encore de le lire, mais j'ai eu l'occasion de le parcourir et de voir l'importance des propositions dont on a eu un petit aperçu ici. C'est dans cette dynamique, naturellement, que s'inscrit le recensement de la peinture en France au XVIe siècle et son dialogue avec le programme Peindre en France à la Renaissance, un dialogue dont nous avons parlé également de table ronde en table ronde, mais j'aimerais simplement insister sur les points communs qui relient le recensement avec le programme de Peindre en France, c'est-à-dire déjà le moteur qui est celui du connoisseurship, une méthode en commun qui consiste véritablement à établir l'identité des œuvres et à rechercher des œuvres nouvelles. Vous savez que l'historiographie consacrée à la peinture en France au XVIe siècle a souvent diminué l'importance de la peinture produite en France. Et donc, on va dire que le recensement, comme le programme Peindre en France, ont cherché à ranimer cette peinture, à la reconstruire, à trouver de nouvelles œuvres et reconstruire des parcours individuels. Et puis, évidemment, ce qui distingue le recensement du programme Peindre en France, c'est qu'il se situe à deux niveaux différents. Le recensement sur celui de l'œuvre, le programme Peindre en France, en tout cas cette série, sur celui des synthèses de la géographie artistique, c'est-à-dire deux niveaux qui parlent finalement des mêmes choses, mais qui permet une sorte de va-et-vient constant. Vous vous souvenez peut-être que Charles Sterling, j'en avais parlé l'année dernière, était très sceptique à la fin de sa vie à l'encontre des synthèses. Il considérait qu'elles étaient dépassées au lendemain de leur publication. Je suis assez d'accord dans les grandes lignes, mais néanmoins, je considère que la synthèse est fondamentale pour comprendre finalement un état des lieux nourri par la connaissance des œuvres et qui, en retour, va apporter beaucoup à la manière dont on appréhende les œuvres. Et donc, ce dialogue entre le recensement d'un côté et le programme Peindre en France fonctionne véritablement sur ce va-et-vient, cet aller-retour constant. Alors, puisqu'il est déjà tard, je ne vais pas entrer dans les détails, mais simplement pour le volume qui n'était pas encore paru l'année dernière, le 12e volume de la série Peindre à Paris, il y a plusieurs découvertes qui justement démontrent l'importance de regarder notamment le marché de l'art, de faire une veille constante du marché de l'art pour trouver des œuvres nouvelles. C'est le cas par exemple de ce panneau du portement de croix que l'on a eu l'occasion
d'observer de près il y a quelques semaines au Louvre grâce à une demi-journée organisée par Cécile justement dans le cadre de l'hommage à Nicole Reynaud, et que dans ce volume, Mara Hoffman et Ina Nettekoven ont étudié en le replaçant dans le cadre du maître des très petites heures d'Anne de Bretagne. Vous avez ici une comparaison et qui permet de saisir finalement la continuité d'un répertoire de la fin du XVe jusqu'au début du XVIe siècle, avec un panneau qui date probablement de la première décennie du XVIe siècle, mais qui garde encore ce répertoire mis en place au milieu du XVe siècle par le maître de Coëtivy. Le marché de l'art est évidemment une source inépuisable et qui est intégrée dans la base du recensement, puisque plusieurs œuvres se trouvent naturellement encore sur le marché dans des collections privées. C'est le cas par exemple de ce panneau que je vous montre tout à gauche, cette naissance de la Vierge avec la présentation de la Vierge au Temple, qui était parue dans une vente d'Amsterdam puis à Cologne chez Lempertz sous le label École anversoise, et qui, vous le voyez, fait partie du même ensemble, de la même série que les panneaux du musée du Louvre, dont je vous montre une face interne avec la présentation au temple, mais dont je vous montre aussi une face externe avec ce saint chevalier qu'on appelle soit Saint Victor, soit Saint Maurice, en tout cas un saint militaire dans une niche, et vous voyez que le revers du panneau paru à Cologne, eh bien, s'inscrit parfaitement et le pendant, en quelque sorte, qui nous montre un saint-évêque avec un dominicain donateur, et donc permet de comprendre une destination dominicaine pour cette série qui doit se replacer à Paris, comme l'avait bien montré Guy-Michel Leproux en 1999. Mais il y a également des œuvres qui se trouvent dans les musées et malheureusement qu'on ne voit jamais parce qu'ils sont conservés dans les réserves et qui méritent d'être repérés par différents biais. Alors naturellement, il y a les biais traditionnels, les catalogues de collection, mais également il faut rendre justice aux photothèques. Par exemple, ces deux grands volets double face que vous voyez à l'écran, leurs photographies, je les ai vues pour la première fois dans la documentation du Louvre, qui est une source absolument extraordinaire pour repérer les œuvres. Or, il y a quelques années, pendant le confinement, nous avions repéré sur un site donc patrimonial, il y avait à la fois la base pop du patrimoine, mais également la base de la Réunion des musées de France, des images produites pour les musées de France, sur laquelle se trouvent des fragments conservés au musée d'Écouen, qui proviennent du musée de Cluny et donc de la collection d'Alexandre du Sommerard, qui, vous le voyez, forment un complément des panneaux de Bruxelles, donc un véritable puzzle. L'extérieur représentant le jugement dernier est complété avec la tête du Christ, un ange, et puis le Seigneur, probablement dans un couronnement de la Vierge qui vient le compléter au-dessus. Et puis l'avers est complété par des angelots qui semblent dériver d'un modèle de Modène et qui fait penser à ce peintre Guido Mazzoni qui travaille sous Louis XII dans le royaume de France et importe ce type de vocabulaire. C'est d'autant plus intéressant que les parties internes ont des rapports assez étroits avec les modèles utilisés par la tapisserie parisienne de cette époque. Et donc c'est une enquête finalement ouverte, mais qui montre à quel point les musées eux-mêmes conservent encore de nombreuses œuvres qui méritent d'entrer en ligne de compte dans l'étude de la peinture. Alors je vous montre deux détails que j'avais pris dans les réserves du musée de Bruxelles pour vous montrer la qualité de panneaux qui n'ont pas véritablement d'équivalent, c'est-à-dire qu'ils restent encore isolés, mais il est intéressant de noter que grâce
au fragment d'Écouen qui porte une date ainsi qu'une inscription qui nous dit Julius Lionel. Il y a peut-être une signature ou en tout cas le début de piste pour tenter de comprendre ces panneaux. Dans le volume de peindre à Paris au XVe, XVIe siècle, nous avons mis en évidence naturellement les grands tournants stylistiques, et celui des années 1530 est sans doute le tournant le plus important, et le rôle central que revêt le dessin dans la compréhension et dans la reconstitution des groupes. C'est finalement une constante de l'historiographie, au moins depuis les années 70, depuis l'exposition de Fontainebleau en 1972, que de comprendre le dessin comme l'élément unificateur qui va permettre de reconstruire les différents profils. Et dans ce volume, je n'entre là non plus pas dans les détails, mais il y a plusieurs hypothèses de Cécile comme de Dominique par rapport à des artistes. Et là, je montre simplement la mise au point de Dominique sur Jean Cousin avec un dessin du massacre des Innocents de Rouen qui trouve son équivalent dans un feuillet du musée de Lyon qui appartient à la mouvance du maître de Dindeville, du maître de Dindeville, de Henri II, excusez-moi, et qui montre simplement que des inventeurs comme Jean Cousin ont eu naturellement un impact immédiat. Et puis, un autre dossier très intéressant qui a été évoqué ici est celui de Vincennes, avec les vitraux de Beaurain, dont vous avez ici un détail du panneau d'Écouen, qui provient justement de la Sainte-Chapelle de Vincennes, et vitraux qui sont dus, on l'a dit, à Luca Peni et à Claude Baldoin, dont le parcours et le profil a été là aussi reconstruit dans ce volume par Dominique Cordelier avec un détail de dessin conservé à Stockholm. Je pourrais multiplier les exemples dans les différents domaines techniques. J'indiquerai simplement que lorsqu'on étudie une ville, et à mon avis, pour étudier la géographie artistique, l'unité juste, c'est l'unité de la ville. Il convient toujours de saisir la périphérie pour mieux saisir le centre, c'est-à-dire de comprendre l'aire de diffusion d'une ville. Et là, on l'a bien vu, pour Paris, il faut comprendre toute la région qui est irriguée par la Seine, aussi bien du côté, on va dire, de l'Est que jusque dans la région de Rouen. Et pour l'illustrer, on peut montrer notamment ce grand vitrail de Conche en Ouche, publié par Raphaël Villa dans le volume, et mis en relation par lui avec l'art de Baptiste Pellerin, comme vous pouvez le voir, avec cette petite comparaison tout à fait éloquente. Les vitraux, c'est naturellement un domaine que le Corpus Vitrearum a balisé. Il n'existe, hélas, pas d'équivalent numérique du corpus imprimé, et donc là c'est un des grands chantiers en quelque sorte de la base que d'intégrer des photographies de vitraux, d'autant que vous connaissez la difficulté à photographier un vitrail. Et pour simplement conclure et à nouveau mettre en évidence l'importance de l'outil du recensement, j'ai commencé en rappelant la distinction entre la base patrimoniale fondée sur les lieux de conservation, dont vous avez un exemple avec la plateforme ouverte du patrimoine, POP, avec ses corpus géohistoriques dont fait partie le recensement de la peinture en France, qui présuppose une sélection fondée sur une technique particulière, mais on a vu dans toute sa polyvalence, et qui doit intégrer également, néanmoins, toutes les informations de la base patrimoniale, c'est-à-dire que le mode pour avancer dans un recensement, c'est naturellement de faire feu de tout bois, de regarder un peu partout, aussi bien dans le marché que dans les musées, mais également d'avoir la systématicité de la base patrimoniale et de travailler département par département. Dans
la tranche de cette année, je l'ai naturellement repassé rapidement et je voudrais simplement m'arrêter sur un tableau qui a retenu particulièrement mon attention, que je ne connaissais pas, et donc que je n'ai pas du tout intégré dans le volume de Peindre à Paris, qui me semble un panneau extrêmement intéressant parce que vous voyez que c'est une crucifixion qui se trouve à Meaux, actuellement dans une école, dans la chapelle de l'école. C'est un ancien couvent, le couvent de la Visitation, qui est devenu une école. Alors, lorsque un panneau du XVIe siècle se trouve sur le territoire, on doit toujours se poser la question, est-ce que c'est une importation récente ou est-ce qu'il s'agit d'une œuvre produite dans le lieu ou arrivée dès le XVIe siècle dans le lieu? Pour ma part, c'est un panneau qui m'intéresse beaucoup parce que j'y vois un rapport très fort, aussi bien avec la peinture parisienne, notamment dans les figures un petit peu cousinesques que l'on voit ça et là, mais également avec la peinture troyenne. Et donc le fait justement d'être dans cette géographie entre Paris et Troyes me semble un argument assez fort pour l'enraciner dans la culture de Meaux. Alors il s'avère que dans la base, on a opté pour une fourchette très large de la seconde moitié du XVIe siècle. Pour ma part, j'aurais tendance à le dater autour de 1540, c'est-à-dire parallèlement à des œuvres comme celle de Saint-Nicolas-des-Champs à Paris que vous voyez à gauche, ou celle que j'avais publiée il y a quelques années, apparue à Monaco sur le marché de l'art comme une œuvre néerlandaise, mais qui en réalité est due à un peintre troyen qu'on a nommé le maître des 7 sacrements, probablement Girard Viard. Donc voilà un exemple parmi d'autres de l'utilité de la base qui est à la fois de repérer des œuvres, mais qui, comme Cécile l'a bien indiqué, qui nourrit avec les études, va devenir également, en fait, dans ce travail de dialogue, un moteur important pour faire progresser la recherche. Donc je m'arrête là et vous remercie de votre attention. Bien sûr, vous êtes tous invités à poser des questions. Voilà, mais je rebondis sur la question des crucifixions, parce qu'en effet, moi aussi, j'ai montré 2 autres crucifixions qui sont d'un autre style, je pense, et construites sur un autre modèle, mais j'avais repéré aussi ce tableau de Meaux que d'ailleurs Zoé Lessard m'avait montré auparavant, et fait le rapprochement. On a toute une série aussi de crucifixions carrées. C'est très intéressant. La question du format et de l'unité de format et quasiment aussi le caractère très coloré de la palette et très longiligne des figures. Il y a un groupe de crucifixions. Si on regarde la crucifixion, c'est vraiment un sujet bateau. Enfin, on en a énormément. Quand on regarde toutes les crucifixions qui sont dans la base, il y a aussi des groupes, des générations qui se créent, entre autres sur les choix, les dimensions, le type de tableau d'hôtel que ça représente, enfin que ça induit. Enfin voilà, je vous invite évidemment à poser des questions, à faire des remarques, à vous exaspérer de certaines choses, vous étonner d'autres. Faut pas hésiter à le dire. J'ai à chaque fois le sentiment en effet, quelque chose qui part absolument dans tous les sens, d'un foisonnement invraisemblable d'œuvres. En effet, on travaille pour faire la base, et quand elle est faite, on se met un peu à travailler sur ce qu'on a mis dans la base. Enfin, c'est sans fin, parce que en réalité, on connaît ça encore terriblement mal, et la question de la dénomination des anonymes que nous construisons, première moitié du XVIe siècle, actif en Champagne, actif à Paris, pour essayer de démêler cette masse de choses anonymes au sein desquelles on se perd si on ne crée pas des groupes. Donc l'idée, c'est d'utiliser ce matériel pour créer des groupes et les créer indépendamment des techniques.
Je ne sais pas s'il y a des questions. Je pense que tout le monde, c'était une magnifique séance d'une très grande richesse. Tout le monde va aller voir la base. On peut aussi... On peut aussi, moi je vous invite, si vous voulez, à boire un verre pour s'aérer un verre peu, de jus de fruits, ça délie les langues. Voilà, avoir une discussion autour d'un verre. Merci encore beaucoup. Merci beaucoup.